Bonjour à tous et bienvenue sur Middle Earth SBG France. Aujourd'hui j'accueille Armando. Salut tout le monde. Vous le connaissez sans doute de la communauté Vassal et pour les plus tournoyeurs d'entre vous. Exactement. J'arpente les games Vassal pour corriger vos erreurs nombreuses et variées. Et mettre des coups de fouet, je crois. Et mettre des coups de fouet, effectivement. Et également, j'ai la chance de pouvoir participer à pas mal de tournois. Donc vous m'avez sûrement croisé sur une table de façon beaucoup plus détendue que virtuellement. Heureusement pour vous. Donc on va attaquer le 3e épisode des présentations des listes ETC quand même. Enfin, il arrive. 2 mois, 2 mois après, avec 2 mois de retard, effectivement. Donc excusez-nous pour ce léger retard, mais du coup on va pouvoir reprendre un peu un format plus classique du Constituez-moi une armée digne, où on va pouvoir analyser un peu plus les équipes. Exactement, on va avoir un retour un petit peu sur ce qui s'est passé, ce que n'ont pas pu faire les deux équipes auparavant. Voilà, ça se passait avant la compétition. Donc, voilà, parce que là on a toutes les données, les joueurs, les listes, ce qui a été joué, pas été joué, etc. Donc on va pouvoir faire une petite analyse. Du coup, juste avant de commencer un peu la présentation des listes, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 petits mots quand même? C'est la première fois que tu es là sur la chaîne. Effectivement, merci de me recevoir déjà. Et, moi je suis Armando, donc j'ai commencé le SDA il y a très longtemps, vu mon âge. Il paraît que tu es jeune. Hein. Ouais, oui. J'ai véritablement commencé à jouer après le Covid, d'abord par l'intermédiaire de Vassal, puisque dans la région où j'étais, il n'y avait pas grand monde dans le Nord, donc ça m'a permis de faire mes premières armes, et puis après, avec l'explosion des tournois et tout ce qui a permis au jeu d'évoluer via YouTube, via tout ce qui a été fait, maintenant la fédération, voilà, je peux à présent faire des tournois, j'ai pu participer à l'ETC l'année dernière, donc me voilà aujourd'hui ici pour la review des listes. Du coup, est-ce que tu peux présenter un peu ton équipe, les quatre membres de ton équipe? Donc tu étais l'équipe de France 3. Exactement. Donc elle était composée de Ben Drums, pareil, joueur aguerri, qui en était le capitaine. C'était, je crois, le mieux classé d'entre nous à la fin de la saison. 8e, je crois. Voilà, ouais, c'est ça. Elle était ensuite, lui avait participé à l'ETC l'année dernière. Avec les Belges. Avec la Belgique, exactement. Je te laisse responsable de tes mots. C'était une belle expérience pour lui. Exactement, ouais. Ensuite, il y avait Amandil, bien connu également de la communauté pour le tournoi de Goven, tout ce qu'il a fait sur Vassal, le travail pour le chauve le plus populaire, voilà. Et qui, du coup, lui avait participé à l'ETC l'année dernière avec le Pays de Galles, ses cousins celtiques, qui lui avaient bien rendu l'appareil en le sacrifiant à chaque game en plus, donc belle solidarité. Il avait bien aimé, ouais. Il avait bien aimé. Ensuite, il y avait Prodamp, le frère de Romano, qui sont deux joueurs bien connus de Vassal et IRL également. Et puis votre serviteur ici présent, voilà, qui composait le 4e membre. Et voilà, donc ça a été, on va dire, l'équipe des rattrapés de dernière minute pour moi et pour Prodamp. Même Pierre au final, parce qu'il n'avait pas fini dans le top 8, je crois. Ouais, peut-être, effectivement. On a bénéficié de l'agrandissement de 8 à 12 places. Et puis ça nous a permis de vivre cette magnifique expérience ensemble. C'est cool, parce que du coup ça permet avec l'arrivée de cette 3e équipe d'intégrer des joueurs, des nouveaux joueurs aussi. Des nouveaux joueurs, ouais, voilà, parce que moi c'était ma première et Prodamp c'était sa première aussi, du coup il n'avait pas précisé. Et puis Ben, entre guillemets, ça aurait pu être sa première s'il n'avait pas fait... C'est ça, en tout cas ça a été leur première avec l'équipe de France aussi. Exactement, voilà, donc voilà. Donc là un petit peu de sang frais, ça fait pas de mal. Puis en plus, 4 bons joueurs. Ben qui est quand même un habitué, tryharder des tournois. Amandine, force tranquille, très bon joueur. Et puis Prodamp qui a également un bon niveau. Les listes qu'il maîtrise, en tout cas, il le fait très bien. Et puis moi, l'instructeur. Voilà, l'instructeur Vassal. Et puis là, j'ai aussi des choses que j'aime bien jouer, que j'aime bien faire. Donc voilà, on avait tous eu une expertise et quelque chose à apporter. Et puis voilà, on n'est pas commode quand on nous croise sur une table, donc voilà. C'était cool. Avec l'idée de faire briller l'équipe et la France. Puis vu les listes, à mon avis, ils étaient vraiment pas commodes à affronter. Bon, en face, ils ne sont pas privés non plus de nous envoyer des belles saloperies à la tête, donc on va en parler après. Exactement. Donc juste avant, donc on a présenté l'équipe, est-ce qu'on peut maintenant présenter la poule? Alors la poule, on a eu... Commençons peut-être par le plus faible. Ouais, c'est ça. On a eu, on va dire, dans l'équipe la moins costaud, ça a été l'Écosse.
C'était Écosse 1, si je ne m'abuse. C'est une équipe qui est quand même habituée à l'ETC. Qui est habituée à l'ETC et on a été surpris en fait parce que ça a été de loin la plus faible qu'on ait croisée du tournoi presque. Donc on était surpris. D'habitude, les anglo-saxons à l'ETC, tu as toujours un minimum de respect puisque la plupart font partie de la ligue anglaise. Mais ils viennent souvent avec des listes plus tranquilles, plus fluff. Et du coup, c'est des joueurs qui sont vraiment pas prises de tête, qui sont juste là pour avancer leur figue. Ils kiffent, ils chill. Et voilà, c'est vrai qu'on a eu cet état d'esprit-là, on a senti cet état d'esprit-là en face. On a eu ensuite la Suisse. Alors première participation, mais bon, du joueur solide puisque pour l'un d'entre eux en tout cas il y avait l'un des meilleurs joueurs italiens des années d'avant. Ils se sont tous révélés être des adversaires de bon niveau, donc ça n'a pas été évident. De mémoire, je crois qu'il y a un des joueurs suisses qui a fait top 2 ou 3 de l'Ardacon l'année dernière. Exactement, c'était l'Italien, justement. Et ensuite, la plus costaud, puisque, spoiler alerte, elle a gagné le tournoi, ça a été Italie 2. Italie 2, dans notre poule. Les Italiens, c'était chaud cette année. Ouais, c'était pas les seuls. Ils avaient des listes très particulières, mais c'était spécial. Très bons joueurs. On a regardé le truc, on s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et au final, ça a été récompensé, ça a été jusqu'au bout. On va maintenant du coup passer aux présentations des listes. Exactement. On va du coup commencer par la liste numéro 1. Elle a été jouée du coup par Ben Drums. Grosse surprise, parce que c'est un d'Angmar. Mes yeux sont mystifiés. Non, bien sûr, c'est un excellent joueur d'Angmar. Il est dans son rayon. Donc, son armée, elle va se composer du roi sorcier sur cheval, avec, je crois, 15 de volo, 3 destins pour le sécuriser. Il ramène sa troupe d'orques avec lui, spectre, warg pour les objets. Il y a Gulavar qui se retrouve tout seul. Lui, c'est pour pouvoir le poser librement à l'endroit qui est intéressant au niveau de la mission. Pour taper aussi, je pense. Exactement, pour se taper aussi, mais voilà, si on a une cible préférentielle, on peut le garder au dernier moment et le mettre là tout seul. Puis un Barrow White accompagné, un autre plutôt isolé avec un warg, je crois. Du coup, ça permet pareil de le poser tout seul et de mettre une troupe ennemie dans le vent. Et ça se termine par un petit capitaine pour avoir des points. Le but là, c'était d'être un peu moins létal en enlevant l'ombrellé et de gagner un peu plus de nombre parce que le format plus long risquait d'amener l'armée plus souvent à la démo. Exactement, parce qu'il a l'habitude de la jouer quand même cette liste avec l'ombrellé là, donc il y a quand même eu un vrai choix. Il y a eu un switch pour la faire un peu plus raisonnable au niveau de la durée, un peu moins expéditive et un peu moins brutale dans sa projection. Du coup, c'est une liste quand même très classique d'Angmar. Pas de surprise, pas de nouveauté. Non, c'est ça. Juste le choix de l'ombrellé qui finalement aurait pu être quand même assez intéressant à prendre en compte. Ce qui se passe, c'est que à la fin, elle a quand même été démo assez régulièrement. Ça reste des orques défense 5. Donc, est-ce que peut-être on n'aurait pas gardé tout simplement l'ombrellé? On aurait fini démo pareil, mais on aurait peut-être fait plus mal en face. Voilà, ça a été une discussion qu'on a eue après la compète. Mais voilà, c'est quand même une liste qui finit favorablement au niveau du tournoi. Donc, parce que du coup, tu as quand même deux monstres volants pour impacter. Puis mine de rien, que tu sois démo ou pas démo, au final, tes héros vont quand même rester sur la table parce qu'ils ont des bonnes bravoures. En tout cas, le roi sorcier et les barreaux, eux, ils restent. Donc tes orques restent. Les orques restent, ils sont normalement dans le groupe. Après, voilà, Gulavar, ça peut être plutôt chi s'il y a des -1 ou s'il a dû cramer sa volo avant. Le capitaine, normalement, il a déjà fait son métier. Il peut partir tranquille. Le capitaine, il est juste là pour faire la marche. Ou sur un combat héros, mettre lui son point de puissance et permettre au volant d'éclater. On vient de terminer du coup la présentation de la liste d'Angmar et de Ben. Exactement. On va maintenant passer à la liste numéro 2, jouée par Amandil, et c'est la légion légendaire des vainqueurs du nécromancien. Exactement. Encore une belle liste très agréable à affronter. Lui vous dira que c'est de l'élite, et donc c'est génial. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est encore de l'élite? Là, c'est les Avengers, quoi. C'est clair. C'est vraiment l'élite de l'élite de la super élite. Non, c'est quelque chose qui lui a toujours fait de l'œil dès la sortie du supplément Les vainqueurs du nécromancien. La chute du nécromancien, etc. Il y a eu un nerf
On a cru que la liste allait reculer un petit peu, etc. Elle devient juste plus agréable à affronter. Que nenni, ça reste d'une violence absolument dévastatrice. Il l'a pris pour la qualification au tournoi de Nantes. Ouais. Il a fini ça s'est très bien passé, il a fini 5e ou 4e effectivement. Donc bon, ça nous a conforté dans l'idée d'avoir quelque chose de très très polarisé à l'ETC. Il y a une prime à ça avec le système d'appareillement. Ouais. On peut se permettre de débarquer avec des listes qui n'ont qu'une force, mais si cette force on l'utilise contre la bonne liste en face, sur le bon scénario, on va aller gratter un score énorme. C'était le but de cette liste-là. Et contrairement à Nantes, les scénarios ont été un peu moins favorables. Et comme elle dépend beaucoup de ça, c'est compliqué d'aller contrôler des objectifs quand on est 5. C'est ça. Contrôle du champ de bataille, capture et contrôle, des choses comme ça. C'est compliqué. Pour rappel, du coup, dans la liste, il y a Saruman le Blanc, Galadriel Lady of Light, donc Dame de Lumière. Exactement. Gandalf le Gris, Radagast, avec le petit Sébastien quand même, je pense. Même pas. Non, il n'y a pas Sébastien. Et Elrond avec son armure lente. Exactement, voilà. On va pas pouvoir faire qu'est-ce qu'on peut mettre à la place 2 parce qu'il n'y a que ça dans la liste. Voilà, là c'est facile de trouver le bon nombre de points. En gros, tous les scénarios où ça se joue sur les points du généraux, sur la destruction, la démo, etc. Elle va être très très bonne. Très très fort. Sur les prises d'objets, c'est assez compliqué. Après, avec une erreur d'adversaire, ça peut être jouable. Les gens ne savent pas vraiment jouer contre. Donc, il se peut qu'ils paniquent, ils partent trop loin des objets, ils ne reviennent pas à temps. Ils font l'erreur de s'approcher trop vite, tu les attrapes et t'enchaînes derrière. Et puis après, sur tous les scénarios de traversée, là, c'est quasiment impossible pour lui. C'est plus compliqué. 5 figues contre 40. Il a beau pouvoir taper, les autres vont pouvoir passer. Il y a toujours à l'autre bout de la carte 2 filles qui vont réussir un test de bravoure et contester un objet ou le prendre pour eux. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Est-ce que, avec le recul du coup de l'ETC, vous la reprendrez cette liste? Non, ou alors vous la mettez de côté? Non, c'était un peu notre petite signature à nous. On n'était pas les seuls du tournoi à la jouer. D'ailleurs, on a tapé le match duel sur domination, qui n'est pas un scénario facile pour cette liste d'habitude. Tout ça pour se taper sous le tunnel en plus. Pour se taper sous le tunnel, ouais. Il y a un duel sous le tunnel et en plus on l'a gagné. Non, je pense que si on demande à Amandil, tous les jours il nous dit, et puis nous on est satisfait de ce que ça nous a permis aussi de faire au niveau des appareillements et tout ça. Donc, parce que sur un match-up défavorable, en fait, tu l'envoies, tu t'en fiches, et tu t'en fiches. Tu sais que tu vas perdre la partie, donc autant prendre un truc que vous n'aimez pas. Et sur un match-up favorable, ça vous donne quasiment une victoire majeure. Ouais, c'est ça, un pré-win majeur. On attaque maintenant du coup la 3e liste qui a été votre fake list. Une liste que vous connaissez déjà pas mal si vous suivez un peu les différents Constituez-moi une armée digne, puisqu'on l'a déjà un peu vu. C'est une liste d'Isengard, jouée par Romano, qui n'était pas là du coup. Il n'était pas là cette année, mais on a repris le bébé parce que l'idée est intéressante. Les Uruk, ça reste une très bonne troupe de base. Saruman, il amène un contrôle magique qui est assez impressionnant. Il y a ma petite touche personnelle à moi qui est Grima, que lui n'intégrait pas dans l'armée. Mais ça, c'était à cause de moi. T'as pas voulu? Non, j'ai pas voulu. Il est si fort. On en a bien discuté. On en discutera un peu après, mais... en pouvant l'appareiller sur des listes du bien, qui n'ont pas, ou du mal, mais qui n'ont pas de moyen de le contrer, il peut faire des choses assez impressionnantes. Ce qu'on a constaté, c'est que... Est-ce que tu peux d'abord la présenter? Oui, exactement. S'il te plaît. Alors, elle est composée de Saruman, bien sûr, de Grima, classique mélange d'Uruk, Berserk, pique, bouclier. Dans la 2e troupe, on va croiser l'Urtz, qui va amener la marche pour projeter l'armée. Pareil, quelques scouts pour pouvoir tirer, de l'Uruk, des Berserkers. Il y a quelques orques pour pouvoir rentrer les points nécessaires parce que ça coûte cher tout ça. Et dans la 3e, c'est Gorulf qui lui sert de anti-héros. Si ça suffisait pas déjà avec Saruman ou avec Grima, voilà, voyez un 3e moyen de contrôle. Et pareil, c'est un solide guerrier solide héros contre de la troupaille. Et en plus un excellent anti-héros. Voilà. l'Isengard qui est compétitif désormais
connu, reconnu, voilà, testé, reconnu, qui est testé, qui peut faire des choses. Après, moi, ce que j'ai constaté en le testant, parce que c'était principalement moi le joueur de cette liste, c'est qu'une fois que la Dev 6 saute, si ça se passe mal, derrière, tu as une toute petite bannière. C'est pas la taille qui compte, on dit, mais il y a quand même une importance. Hein. Et très rapidement, sur la Dev 5, tu peux pas shield ou quoi. Même des mecs Force 3 te taillent en pièces. Si Saruman n'a pas également de cible intéressante à viser, c'est quand même 190 c'est 190 points pour mettre un impact de temps en temps dans une bannière ou un petit héros. Voilà. Donc, après, il aura toujours le général à taper, quoi. Donc il aura toujours quand même un petit truc à faire. Il peut toujours essayer de harceler le général, mais voilà, si c'est un petit général qui peut se planquer ou quoi, on n'est pas forcé de le voir non plus. Voilà, il va tuer quelques chevaux sur des trucs d'objectifs, c'est important, mais voilà, il nous a semblé moins capable de tenir les 2h15, 2h30 que celle du Mordor qu'on verra par la suite. Et c'est pour ça qu'elle a pris un petit pas de côté, a fait un petit pas de côté. Moi je pense que c'est à cause de Grimm. Parce que c'est 25 points comme ça que tu gâches. C'est jamais gâché. Parce que du coup cette liste c'était un peu la fake list de votre roster. Qu'est-ce que tu aurais pu modifier dans cette liste-là pour l'intégrer? Quelles sont les petites améliorations qu'on aurait pu faire? Parce que bon, elle est déjà assez complète sur comment gérer les héros, avoir de la vitesse avec les crébins. Oui. Mais peut-être faire peut-être une alliance pour avoir une phalange quand même plus solide, pour avoir la Dev 6 comme tu dis partout. On aurait pu, oui, intégrer des Moranon en seconde ligne avec un héros Mordor, ou peut-être pour permettre aux Uruk de tenir plus longtemps, ce qu'a fait Romain pour Nantes, c'est-à-dire intégrer Suladan. Et là, du coup, on se retrouve avec une bannière à 6, combat 4, force 4. Voilà, ça va tenir un petit peu plus longtemps qu'avec la petite bannière à 3. C'est des petites choses qui peuvent être faites. La preuve, c'est que la liste, par la suite, elle a plutôt bien tourné à Nantes, où il a fini premier. Il a intégré Frida, Gorulf, il a gardé Grima, je crois. Donc voilà, c'est des pistes d'amélioration qui peuvent être faites comme ça. Alliance Mordor pour avoir de la D6 partout, ou alliance avec Suladan pour garder une bonne bannière. Frida qui vient annuler les charges de cavalerie, Gorulf qui vient toujours embêter les autres héros, les crébins pour faire les coups de crébin, les impacts et tout ça. Voilà. C'est clair que les héros du Pays de Dain sont quand même très très forts. Ah oui, pour un coup modique, vraiment un rapport qualité-prix super intéressant. Gorulf c'est un règle spéciale de pot de fer, de faire une défense héroïque gratuitement s'il affronte un autre héros. C'est quand même ultra balèze, quoi. Voilà, t'as pas envie de l'avoir dans les pattes avec un Elendil, un Balrog. Un Balrog, quel cauchemar. M'en parle pas. Non, très pénible. Tu parles d'expérience. Ouais, t'aimes pas le croiser sur la table. On arrive maintenant à la 4e liste, qui était la légion la plus jouée du tournoi. Sur les 28 équipes, elle a été jouée, je crois, 21 fois. Mais à chaque fois, chaque pays l'a remasterisé un peu à sa sauce, à sa manière. Donc c'est la légion de l'assaut sur la Lothlórien. Qui fait des ravages à bas niveau, à haut niveau de points. Enfin voilà, elle a eu le mérite et l'exploit de chasser une partie de DLL balistes qu'on avait croisé l'année dernière, qui l'ont vu comme un contre naturel puisqu'elles ne peuvent plus tirer. Donc pour rappel quand même sur les bonus de la Légion, donc on a quand même beaucoup de magie, relançable grâce à on peut relancer n'importe quel nombre de dés pour lancer ses sorts plus efficacement. On a toutes les bêtes en fait qui vont se servir pour assassiner, puisqu'avec Druzag, voire Ashrak s'il est dans la liste, de les booster et pour avoir un meilleur combat, d'avoir de la très bonne force, relancer des jets pour blesser, etc. Et après on a tous les gobelins pour faire du nom et du tir et du tir. Du tir qui fait mal avec le plus 1 et du cac qui fait mal aussi avec le plus 1 puisque n'importe qui dans la liste va en bénéficier, orc ou gobelin, à partir du moment où il est en supériorité numérique. Exactement. Est-ce que du coup tu peux nous présenter la version de Prodamp? La version de Prodamp se compose de Druzag en général, va être accompagné donc par une bonne troupe de prowlers, des gobelins en soutien, des araignées géantes et une chauve-souris. Ensuite, on aura côté orc Musgur, qui est le deuxième héros nommé de la liste. Il va être accompagné donc d'orc qui amène la bannière. Il y en a même deux. Il y en a deux dans cette liste. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans l'autre warband, qui est
celle d'un des 2 chamans, il y a également 6 autres trackers qui du coup vont bénéficier, c'était l'orientation de la liste de ProDamp, c'est de mettre des trackers soutenus par 2 bannières pour les rendre plus efficaces en combat. Donc j'ai mentionné le chaman gobelin, il y en a un deuxième pour un contrôle magique vraiment efficace puisque ça fait 3 immobilisations dans la liste. Et on termine par un petit capitaine qui va amener un petit peu de puissance. C'est pas une liste qui a énormément de puissance, voilà, et donc avoir une petite marche, avoir un petit peu plus de puissance, ça peut être intéressant. Et donc il montait à 66 et voilà, il a axé ça sur la phalange avec toujours, grâce aux bestioles qui vont dans tous les sens, des possibilités d'assassiner, des possibilités de prendre des objectifs, de prendre le contrôle de la map, d'interdire le tir adverse, de pouvoir tirer soi-même, etc. Voilà, c'est vraiment une liste. Elle a vraiment impacté la méta de l'ETC cette année. Donc, comme en équipe 1, en fait, c'est une liste qui permet de faire beaucoup de choses, d'affronter pas mal de listes différentes et de toujours bien se démerder, parce qu'il y a toujours les outils pour faire il y a toujours une petite magouille à faire, on a le nombre parfois pour tenir, l'autre peut pas nous démo au tir, il va avoir du mal à contrôler la table, donc voilà, on n'est jamais vraiment totalement perdant quand on envoie cette liste, parce qu'elle a de nombreux on va dire outils, une petite sacoche à outils pour faire plein de petites choses. C'est ça. Voilà. Moi j'ai 2-3 petites remarques. Déjà, la première chose, c'est au niveau du général. Pourquoi Druzag et pas Musgur? Je sais que Druzag a 2 points de vie, défense 4, moyen, mais 2 points de destin. Musgur, il a 2 points de vie, défense 5, donc peut-être un petit peu mieux, mais un seul point de destin. Mais il a la défense héroïque. Il a la défense héroïque, ça c'est important. Après, ce qui se passe, c'est que Druzag, en règle générale, il va rester en arrière, faire son sort, envoyer les bestioles. Pas vraiment besoin de le balader devant la ligne de bataille. Musgur, lui, quand il va finir de faire ses sorts, il va être tenté de se pointer en soutien d'un autre gars pour mettre sa petite touche et récupérer de la volo. Voire même de l'envoyer au combat. Ou même de l'envoyer au combat. Et là, bon, s'il peut se faire attraper en tant que général, t'as pas envie de... Voilà. Druzag peut vraiment rester caché derrière une maison, sortir, faire son sort et re-rentrer. Musgur, si tu l'envoies se battre et qu'il se ramasse des blagues d'art ou quelque chose comme ça, bon, c'est en général, t'es moins content. Ouais, voilà. Malgré la défense, je pense que c'est le choix de Druzag. Après, c'est un petit peu plus handicapant sur Combat des Champions. Oui. Mais encore une fois, sur ce scénario-là, à partir du moment où t'empêches le général adverse de taper, tu peux toujours essayer, toi, après, de faire un kill et de t'en sortir. Tu as 3 IMO, tu peux lui envoyer plein de bestioles à la tête, etc. C'est pas sûr non plus qu'il fasse son PV si facilement, le général adverse. Ouais. Donc voilà. Surtout que tu peux tirer dans les combats. C'est ça. Tu l'attends, tu vas tuer tes propres troupes et lui, il va jamais tuer. Donc... Ensuite, on a eu des versions avec du chef de meute. Ouais. Pourquoi pas ici? Je crois me souvenir que dans la réflexion, c'était un peu le syndrome Barrow White ou Chaman Bouclier Noir. Quand t'en as 2, sinon un seul, il va soit pas faire le taf, ou soit être ciblé trop facilement. Ouais. Je suis un peu d'accord avec ça. Cette liste-là, je la verrais bien avec 2 chefs de meute, mais on perd tout de suite. Alors là, ouais, voilà, c'est ça, c'est que ça va tailler dans le nombre aussi. Donc, on a préféré jouer sur d'autres forces qui étaient vraiment la ligne de 12 trackers, avec voilà, toutes les H2G, quand tu arrives dans les 6 pouces, c'est un carnage si tu touches. Et puis même en combat, s'il gagne le combat, avec très mal, il y a encore le plus sain pour blesser de la Légion. Enfin voilà. Donc ça a été la réflexion qu'on s'est faite. Puis pour assassiner, et puis pour assassiner, de toute façon, on n'a peut-être pas forcément besoin du chef de meute, parce qu'on peut mettre un duo araignée avec le +2 en combat de la rage bestiale, plus une chauve-souris, et là passer à combat 6 et avoir un meilleur combat que son adversaire. Exactement, tu as d'autres moyens de pouvoir. Après, c'est pas la même, tu es obligé de poser 2 socles au lieu d'en poser qu'un. Voilà. Il faut bien des avantages quelque part. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. C'est déjà suffisamment fort comme ça. Et dernière petite chose, on a Ashrak qui apporte avec lui des araignées automatiquement venimeuses, donc qui relancent toutes leurs jets pour blesser. À la place d'un chaman, ça aurait pu être pas mal quand même. Et ça apporte aussi le petit voile des ténèbres pour la rendre invisible. Qui rend invisible. Alors ça... Pour 5 points de plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou 10 points de plus. Ouais. Après, on a préféré le contrôle
amené par le chaman. Parce que le chaman a la paralysie au lieu de la... Voilà. Donc ça nous a semblé être ce choix-là le plus correct pour la liste. Il aurait peut-être fallu tester plus Ashrak. Et il le connaît bien, hein, donc là-dessus on lui a fait confiance, c'est lui le spécialiste de la Moria. Puis en plus, je crois que même Ashrak, en tant que général, t'as pas forcément envie d'aller le chercher parce que si on le blesse, sur un 1, on est paralyzed, le fameux, on est engourdi en français. Ouais. Du coup, t'as peut-être pas envie d'aller le chercher au combat, quoi. Ah non, c'est sûr. Donc, tu vas peut-être péter le général, mais tu risques aussi d'avoir une mauvaise surprise derrière. Ouais. Non, c'est vrai que ça peut être aussi un choix de général intéressant. Là, non, c'était plus le contrôle avec les chamans, la bulle anti-terreur, une et l'autre. On ne dépend pas que d'un chaman. Si on peut se faire s'appuyer d'un chaman, il n'y a plus l'anti-terreur, la frénésie. Là, avec les deux, voilà, c'est le choix qui a été fait. On attaque maintenant la dernière liste de votre roster, avec la liste que tu as jouée. La mienne. Je te reconnais pas là, hein, parce que là tu nous as sorti une alliance jaune quand même, entre du Mordor, la Horde Serpent, et les Corsaires d'Umbar. Ça change quand même de la Légion du Balrog et des Skouturuk, quoi. Moi je suis connu pour jouer beaucoup de listes vertes, pures ou des légions légendaires. Bon, là c'est le TC, on a une mission à remplir pour le pays. Les principes on les met de côté, c'est ça. Les principes on les met de côté, on est là pour dézinguer ce qui va se présenter en face. Donc, étant donné que le roi sorcier avait été pris par Ben, que Isengard était la cinquième liste, on est parti sur quelque chose qui restera, je pense, toujours solide et capable de répondre à plein de choses, qui est le Mordor. C'est toujours polyvalent, tu le poses sur n'importe quelle mission, tu pars jamais complètement perdant. Voilà. Donc l'idée de la liste, ça a été de prendre une ombrellée. Donc sur ombrellée, c'est souvent Camul, effectivement, le sénéchal. Là, tu m'aurais fait kiffer. Là. Écoute, je l'ai testé, mais j'ai trouvé qu'il s'épuisait vite. Avec les 2h30, c'est compliqué de faire et de la magie et du combat. Et s'il est ciblé par des magiciens en face, encore moins. Ouais. Parce que tu vas claquer 2 dés pour essayer de résister à chaque fois. Tu actives une fois ton effet bannière, tu fais un petit Black Dart, tu tentes de l'assurer à 2-3 dés. Très très vite, il a 14 volos, il se retrouve très très vite Et il nous a semblé que celui qui était le plus à même de résister dans ce format-là, c'était Camul, puisque à chaque fois qu'il cause une blessure, il régénère un point de volonté. Donc tu l'envoies justement sur les chauves-souris, sur les cavaliers, sur des choses comme ça. Un petit capitaine, effectivement, il se regave, il reprend 2-3 volos, et puis il repart. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois dans les parties. Il est à 2, il est à 3 de volos. Et puis tous les tours, il continue à se battre. Il part jamais. Il part jamais. La sangsue, et tu l'as toujours. Il repart avec un petit dé, il fait une IMO, hop, un 4+, ça passe. Parfois, il n'y a pas besoin de plus. Et en plus, tu fais quasiment très peu de magie parce que comme il est assez mauvais, on se contente, c'est un Nazgûl de combat et s'il a besoin de mettre une IMO de soutien, il va le faire. Voilà. Quand le mec est vide de volonté, hop. Mais il a cette survivabilité qui était super intéressante en 2h30. Tu as intégré quand même dans le Mordor un deuxième Nazgûl qui lui sera quand même chargé de la magie. Et après, si derrière il y a besoin d'une deuxième lame, ça sera Camul qui mettra la deuxième lame. Moi, j'étais pas fan de l'idée du Nazgûl à pied, mais c'est ça qui est fort quand on travaille en équipe, c'est qu'on écoute ce que les autres ont à dire, on réfléchit, on essaie de se convaincre, on teste, et il s'avère que le petit Nazgûl à pied sur lequel je crachais dessus avant de le jouer, il s'est avéré très très utile. Moi, mon premier choix, c'était la bouche de Sauron, parce que j'aimais ces 4 IMO, et puis le combat 5, on l'envoie en fight, il est supérieur à pas mal de phalanges, et il va faire un trou, mais il s'avère qu'avec un aussi mauvais magicien que Camul, la bouche de Sauron n'est pas suffisante. Il faut quelqu'un qui puisse lui mettre une contrainte sûre et à peu près... c'est le problème des petits magiciens du Mordor, c'est que Musgur, la bouche, n'ont pas la contrainte. Et c'est vrai que ça manque. Quand tu as une ombrellée, tu veux amener sur certains moves. Et ce Nazgûl permet d'assurer ça, et permet également d'assurer l'émissaire du mal, quand Camul part en vacances à l'autre bout de la carte ou accomplir un objectif.
tu gardes quand même le -1 sur ta phalange, puisque la liste se compose de Dalamir, qui lui va amener 12 Numénoréens noirs, et la possibilité d'avoir un général très sécurisant, puisque avec la discrétion, il peut se planquer. Il a la défense et il a 3 destins. Il a la frappe aussi. Il a la frappe, bien sûr. Donc il peut se défendre. Il peut se défendre, il peut survivre, et puis peut se planquer. Le petit gadget, la petite bombe de fumée qui aura servi une immobilisation, donc qui compense la mauvaise magie. Et c'est exactement, elle combote avec le reste de la liste. Pour justement pouvoir survivre au format 2h30, on a fait le choix donc du Black Numénorien, puisque Def6, Terreur, déjà ça emmerde un paquet de listes, il faut pouvoir passer ça. Les Moranons derrière, pareil, tous avec bouclier. Et pour sécuriser tout ça, Suladan, qui est un indispensable dans toute alliance du mal, on ne présente plus trop avec la bannière à 6. Ça fait quand même un bloc extrêmement solide et costaud. Puis là, il est à cheval, donc il peut aussi combattre. Il n'est pas général, donc on a besoin de l'envoyer au carton. Il y va. Les listes où Suladan est le général et les points de bannière, je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est intéressant quand ça se passe pas. C'est intéressant quand ça peut libérer une ombrellée et qu'il n'y a pas de Legolas en face. Voilà, c'est des choix qui peuvent être payants ou... Toi, t'aimes pas trop. Moi, je suis pas fan. Ça rend la liste sur la poule 6 assez résistante. Là où moi, qui étais habitué à jouer avec des Guritz, des petits héros assez fragiles en Mordor, là, tout le monde peut se défendre en cas de rencontre avec un mage adverse sur cette poule ou un Legolas. Alors, la poule 6, pour rappel, c'est Assassinat, Fog of War et Clair de Lune. Voilà. Donc ça fait une liste assez résistante. Donc là où on vise les héros particulièrement. Exactement. Donc voilà, c'est pas une liste, alors comment dirais-je, c'est pas une liste qui va être A ou A+, dans certains domaines. C'est-à-dire qu'on va la prendre, si le mec va plus vite, il va aller plus vite que moi. S'il a une meilleure phalange, il aura une meilleure phalange. S'il a de la meilleure magie, il aura de la meilleure magie. Donc t'es jamais A ou A+, partout, mais t'es solide dans plein de compartiments. Et c'est ça qui nous a plu. Se pose la question, est-ce qu'on aurait dû prendre un truc beaucoup plus polarisé ou au contraire jouer quelque chose de plus polyvalent? Moi, j'ai aimé cette option-là de pouvoir me poser un peu partout et je prends le match, j'ai Mordor quoi. Dans un roster, de toute façon, il faut un peu de tout. Il faut de la liste polarisée, de la liste qui peut prendre n'importe quoi. Il faut trouver justement le bon mix parmi les 4 listes sélectionnées à la fin pour pouvoir faire face à peu près à toutes les petites bébêtes des adversaires. Ouais, c'est ça. Donc moi, on m'envoyait sur quelqu'un, j'avais jamais l'impression d'aller au carton. J'ai envie de dire, avec une liste pareille, tu es obligé d'être envoyé quelque part. Enfin, tu es toujours en 2-3 et à attendre ton adversaire au chaud en disant je t'attends. Voilà, tu peux tenir, si un peu de tir, tu peux tenir le temps d'arriver au CAC. Tu as quand même la marche de Suladan et la marche du Nazgûl. Si on t'envoie contre de la magie, Camul, s'il a besoin de résister, il va faire que résister au sort et pas plus. Il va tuer un mec qui se régénère. Et après, si on veut une liste peut-être un peu moins... un peu moins diversifié comme la tienne, c'est on met Suladan de côté et on prend 2 petits héros orques du Mordor et on blinde un peu comme ça pour avoir un peu plus de nombre. On garde Guritz pour la marche et les Maelstrom par exemple. Et limite, on peut même mettre un Gorbag ou plus de troupes ou des choses comme ça. Gonfler le nombre, voilà, il y a plein de... C'est Mordor, c'est pas comme s'il manquait d'options ou d'alliances. On peut garder Dalamir en général et ensuite dérouler avec le Mordor, quoi. Tout à fait. Après, Suladan permet, comme tu dis, c'est un peu plus élite, un peu plus sûr partout. Un peu plus sûr partout, On vient de finir du coup la présentation de ces 5 belles listes du roster de l'équipe 3 France, du coup. 5 belles listes pour 4 beaux joueurs. Merci. Tu vas rougir. Ouais, il faut. Ouais. Est-ce que maintenant, on va peut-être faire des petites questions-réponses. Déjà, c'était à peu près tout votre premier ETC en tant qu'équipe de France. Comment ça s'est passé au sein de l'équipe? Quel était l'état d'esprit? Comment se sont partagées un peu les armées entre vous? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est battu pour des petits héros, etc. Non, zéro bagarre. On avait vraiment un état d'esprit, le faire tranquille, mais sérieux. Ouais. Voilà, on y va en collaborant. Bien préparé. Bien préparé, en faisant le taf comme il fallait. Donc ça a été fluide au niveau de la répartition
des listes. Après, ce qui était bien, c'est que c'est 4 joueurs, 4 listes différentes. Ouais, voilà, on n'allait pas manger les uns les autres par rapport à ce qu'on aime jouer ou quoi. Donc, voilà, la fluidité, elle était là. L'esprit d'équipe, il était là, il a été énorme. Ça a été des grosses satisfactions. Moi, je l'ai vu un peu de l'extérieur parce que j'étais arbitre. C'est ça. Et après chaque partie, je vous ai vu bras dessous, essayer de ceux qui ont perdu, bah hop, on les resupporte un petit peu, on les remonte un peu le moral, etc. Ouais. Un bel état d'esprit. Ça a été super. Après, au niveau des résultats, on n'avait pas vraiment d'objectif. C'était pour nous deux, Prodamp et moi, notre premier ETC tout court. Ouais. Pour Ben et Amandine, le premier en tant que France. Bon, voilà, on était là pour faire le mieux possible, mais on ne s'était pas dit top 5, top 10, top 15, etc. Prendre du plaisir et faire la meilleure perf possible. Faire la meilleure perf possible. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien, et ce qui est déjà le bon état d'esprit c'est plus important à avoir. Voilà, quand on commence comme ça, c'est le bon état d'esprit à avoir. Donc voilà, la 12e place, je me rappelle quand elle est tombée, qu'on était à l'aéroport de Grenade. Voilà, ça a été un moment de congratulation entre nous, parce qu'on s'attendait à être plus loin que ça. Ouais. Donc voilà, quand la 12e elle est tombée, on était content. Avec le recul, on a envie de faire mieux. Ça aurait été mieux si ça avait été 8, si ça avait été 7, si ça avait été 6. Vous connaissez un petit peu, vous êtes quand même assez compétitifs. Bien sûr, on est compétitifs tous, donc il ne faut pas se le cacher. Mais voilà, il faut commencer quelque part. On sait qu'on a eu, par exemple, pour le conseil des mauvais scénarios, il y a eu des appareillements qui ont été compliqués pour certaines listes. Et donc voilà, on n'a pas eu tout ce qu'on aurait pu espérer, mais voilà, on n'a rien lâché. Il y a eu des matchs contre la Belgique, on va les chercher. Prodamp qui vit une mauvaise journée, il fait 3 victoires le lendemain. Dans l'état d'esprit, ça n'a jamais craqué. Même dans les moments où on se disait, mon Dieu, on va finir entre 25 et 28, parce qu'il y a un monde avec la Belgique où à 5 minutes de la fin, on n'est pas reparti vers l'avant, on est peut-être dans les 3 dernières nations. Donc, ça a été au mental et ça c'est extrêmement satisfaisant de ne pas avoir lâché. Et du coup là vous finissez quand même première partie de tableau, donc ce qui est quand même très bien. Ouais, top. Parce que on dit c'est 12e sur 28, on a l'impression que c'est un peu moyen, mais franchement, moi qui ai vu quand même tous les ETC depuis le début, je pense que celui-là c'était quand même le TC avec le plus de niveau. Alors moi, il y a eu énormément d'équipes avec un très gros niveau de jeu. Il y avait quand même 3 Pologne, 3 Italie, 3 Allemagne, 2 Angleterre qui sont, même s'ils sont un peu moins présents en ce moment, c'est toujours quand même des bons joueurs. Des morceaux, il y a quand même 3 France. Il y a quand même beaucoup de nations avec des bons niveaux de joueurs. Donc même être 12 avec tout ça, c'est quand même déjà, en gros, on est parmi les 12 meilleures nations de tout le tournoi, etc. Donc c'est quand même très bien, quoi. Oui, moi, à titre personnel, je suis très satisfait. Après, voilà, comme tu dis, on est tous compétitifs. On veut tous aller de l'avant. On espère mieux, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que les premiers, quand même, on savait que ça jouait entre les 2 équipes de Pologne et les 2 équipes d'Angleterre. Pendant 2-3 ans, c'était ça. Nous, pauvres Français, on a essayé de toquer à la porte. On a réussi à faire 2e à Poznan. Ouais. Joseph et Gabi ont réussi à faire 2e avec une board team, donc on va dire moitié France. Moitié France, ouais, un hybride. Mais après, derrière, on arrivait, quand même, à chaque fois, on devait batailler pour obtenir les premières places, quoi. Enfin, essayer de faire un top 5, quoi. Donc, et puis là, avec la multiplication des équipes par pays, ça devient quand même de plus en plus compliqué de performer, quoi. C'est un retour que moi j'ai pas, vu que c'était mon premier, mais effectivement... écoute, c'est encourageant. C'est clair. Et puis bravo France 1 et France 2 qui terminent du coup encore plus haut. On mesure toute la qualité de leur performance et pas oublier de les applaudir aussi et de les féliciter du coup. Ils ont fait des sacrés morceaux. Surtout la France 1 qui affronte l'Italie 3 qui a fini 2e, Pologne 1 qui a fini au premier match qui finit 3e, je crois. Enfin, ils ont eu des très gros morceaux, quoi. Ouais. La France 2, je me souviens pas trop de leur parcours, mais ils ont quand même eu des belles équipes. Ouais, forcément, ils ont mangé aussi des bonnes teams. Je pense que placer les 3 équipes de France en première moitié de tableau,
Franchement, les gars, vous avez fait quand même un très très beau boulot. Merci. Ouais. Je sais pas en termes de nations, si on n'est pas dans les mieux... Bon, c'est sûr que Italie 2 et Italie 3, je pense que les Italiens sont première nation. Mais finalement, dans les autres nations, si tu compares il y a quoi, 3 Angleterres? Il y a 2 Angleterre, il doit y avoir 3 Allemagne, il faudrait regarder. Ouais, il faudrait regarder, mais on est pas mal au niveau global. On doit être dans les mieux si tu prends la compile des 3 teams. Et du coup, toi, de manière plus personnelle, donc comme on l'a répété, c'était ton premier ETC, qu'est-ce que tu ressors de cet événement? Quelles étaient tes attentes par rapport à un événement aussi gros, aussi compétitif, aussi international? Qu'est-ce que tu attendais? Est-ce que tu es content du coup après de ta perf personnelle? À titre personnel, vu que j'étais passé un petit peu par la lunette des toilettes arrière, la fenêtre des toilettes arrière au moment de la qualif, c'était de voir un petit peu ce qu'allait être le niveau international et de voir si j'avais usurpé un peu le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'étais là un petit peu par chance ou quoi, de voir un petit peu ce que ça allait donner. Alors forcément, au moment du premier match, tu as un petit peu la tremblote au moment où tu jettes les dés. Et puis bon, le mec en face, finalement, il a 2 jambes, il a 2 bras. Tu le vois, il flippe aussi. Et la game, puis il y a une bonne ambiance. Il fait pas des folies non plus, il joue comme toi, donc t'es là, ouais, je vais l'avoir et on y va. Et donc ça a été très plaisant de voir que finalement, au niveau des meilleurs joueurs, parce qu'il y avait l'Italien qui a fini champion du monde, il y a un Irlandais qui est pas mal aussi, qui a fini dans les 16 de la JBHL, Michael Bradford, qui jouait à OL, que j'ai affronté aussi. Le joueur suédois, qui était le meilleur de son pays. Ça a donné des games vraiment folles, un niveau d'intensité, de réflexion, de tension incroyable. Et de voir que j'étais au niveau de ces gens-là et que la game a été disputée jusqu'au bout, ça a été une grosse satisfaction personnelle. Donc rien à regretter, ça s'est bien passé au niveau de l'ambiance, ça s'est bien passé au niveau des parties. Je suis reparti avec les petits dés de mes adversaires, c'est toujours sympa. La game était sympa, je m'en souviendrai, tiens, je t'offre le dé de mon pays, ça c'est toujours sympa aussi. Donc non, à titre perso, une expérience dingue, super enrichissante. Moi il m'avait dit dans l'oreillette, cette année je le fais, ça sera le seul que je fais, et puis basta. Il est revenu, il a fait « je rends qualifié l'année prochaine ». C'est vrai. Du coup, par rapport à ma situation perso, je ne sais pas si je vais pouvoir le refaire les années qui suivent, etc. Donc voilà, j'ai profité de mon opportunité pour le kiffer à fond. Mais tu vas tenter de le refaire Je vais quand même essayer. Il y a soit un jour, soit cette année, si la fenêtre se libère, etc. Donc on verra, mais voilà, ce qui est pris est plus à prendre et ça a été un bonheur suprême. Et puis on a eu un bon arbitre aussi, le staff était de qualité, l'événement s'est bien passé, donc c'était un bonheur. Franchement, c'était plutôt cool de vous tous vous voir là-bas. J'étais dégoûté de ne pas pouvoir jouer, parce que je préfère jouer que arbitrer. Ah ouais. Et surtout quand on voit des joueurs français faire des conneries en partie, je ne pouvais pas leur mettre un petit taquet, mais... Comme moi sur Vassal, là, traiter un petit peu de déficients mentaux. Après, on fait une partie et on l'a pris en 20 minutes. On ne reviendra pas là-dessus. Non. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. C'était super sympa de faire cette revue avec toi. Ça a été un plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si notre travail vous plaît. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut, à la prochaine!